Donc, merci à tous d'être ici en très grand nombre. Félicitations, Michel, pour ta distinction que tu as reçue hier. En fait, l'Alliance Arc-en-Ciel, pour ceux et celles qui ne connaissent pas cet organisme, ça a été fondé il y a 20 ans. Puis, en fait, une des grandes personnes à l'origine de cette fondation, c'est Olivier Poulain, qui est juste là, qui est sûrement connu beaucoup plus que moi dans le milieu. Donc, c'est un organisme qui organise notamment la journée du 17 mai, qui est demain, qui est la journée de lutte internationale, la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. En fait, c'est une initiative de la Fondation Émergence à Montréal qui a eu lieu en 2002, donc c'est la 22e édition cette année. Puis je pense que c'est tout à fait approprié de faire cette conférence-là, Michel, à la veille de cette journée-là pour voir l'évolution des communautés, l'évolution à quel point ça a évolué au cours des années. Donc, je veux aussi souligner le fait que c'est notre 20e année cette année, comme je le disais, donc la 20e fête arc-en-ciel. Donc, on vous attend tous en très grand nombre pour la fin de semaine de la fête du travail, en fait, du 1er septembre. Ça va être des activités inclusives, mobilisatrices, comme la fête arc-en-ciel le fait depuis plusieurs années. Donc, à toi la parole, Michel. Merci. C'est gentil. Merci. Alors, le micro est pour la captation. J'ai enseigné 45 ans, souvent sans micro, donc je n'ai pas de voix. Vous m'excuserez, mais je ne peux pas forcer ma voix parce que je l'ai déjà perdue pendant 1 an. Je ne veux pas que ça m'arrive 2 fois. Alors, je vous demanderai un grand silence. Est-ce que les gens dans le fond m'entendent tout de même? Donc, la voûte fait écho. C'est une bonne nouvelle. J'étais très heureux qu'on me demande ça, de faire ce petit exposé. Ce n'est pas une conférence, vous allez voir, c'est une discussion, puis je vais garder pas mal la moitié pour jaser avec vous autres. Parce que je travaille là-dessus depuis quelques mois, plus que ça se peut. C'est vrai que je travaille là-dessus depuis longtemps. J'ai fait ma 4e de couverture pour mon 30e ouvrage, je vous le disais tantôt, qui va sortir au mois d'août, qui parle de ça. Ça tombe bien. Et en même temps, je travaille, puis je vais faire allusion à mon livre, mais je vais faire beaucoup allusion aussi au sondage CROP, parce que je travaille actuellement avec CROP. On est en train de faire le plus grand sondage pan-canadien jamais réalisé sur les réalités LGBT. On a 8000 personnes répondantes, donc 7000 personnes LGBTQI+, là, et c'est extraordinaire. Et on a commencé l'analyse, là, même si on n'a pas nos 8000 encore, on a 5000 quelque chose. Et ça nous donne une bonne idée où sont actuellement les personnes de la diversité sexuelle et de genre. C'est extraordinaire. Je devrais payer pour faire ça, mais ils me payent. C'est extraordinaire. Alors, mais il y a des choses qui se passent actuellement, surtout chez les jeunes générations, les moins de 35-30 ans. On va beaucoup parler de ça. Vous allez avoir quelques scoops, pas tant que ça, parce que je peux pas, mais quelques-uns quand même. Et c'est très intéressant. Moi, je suis content. Tu sais, je suis un vieillard, là, j'ai 70 ans passés. Mais je suis content d'être encore là et de voir qu'est-ce que toutes les jeunes générations sont en train de vivre, de faire et de faire bouger la société. Pas à peu près. Et on va voir comment. On commence. Donc, vous allez voir, c'est des flashs. Hein, c'est pas, tu sais, je ne lirai pas de texte, tout ça. Moi, je ne fais jamais ça. Ça va être des flashs, un peu des idées fortes, et puis qui viennent, comme je dis, de mon livre, mon travail avec CROP. Puis j'en ai écrit quelques-uns d'autres là-dessus. Puis j'ai enseigné longtemps à l'Université Laval, hein, le cours diversité sexuelle et de genre. Alors, je suis un peu inspiré de tout ça. Puis j'ai été aussi, puis je tiens à le dire, ça, parce que ça fait très longtemps, comme je suis très vieux, mais à la fin des années 70 jusqu'à la fin des années 80, je pense que j'ai été à Montréal une des premières personnes à être intervenant social auprès des jeunes LGBT. En fait, j'avais été engagé pour ça, qui étaient souvent des jeunes rejetés par la famille. Il y avait des jeunes qui étaient dans la rue, il y avait des jeunes qui se retrouvaient dans la prostitution, il y en avait qui se retrouvaient dans toutes sortes de problèmes, mais c'était souvent des personnes mineures ou jeunes adultes qui avaient une panoplie de problèmes, mais j'ai beaucoup appris à leur contact. Et c'est pour ça que quand j'ai étudié davantage, que je suis allé moi-même comme chercheur, j'ai continué d'écouter les gens. Puis avec CROP, c'est ça qu'on fait, là.
On écoute ces 8000 personnes qui nous répondent. Il y a des questions oui-non, là, mais il y a des questions parlez-nous de, ce qu'on appelle des réponses qualitatives, là, dans le jargon de la sociologie, où les gens nous parlent d'eux autres. C'est absolument passionnant. Bon, OK. Je pense qu'on va commencer. Oui, je remercie les gens des archives qui ont illustré où ils sont. Levez donc la main, là. Qui sont tellement fins. Parce que je leur ai envoyé ça, c'était assez désorganisé. Puis je leur ai dit, organisez, faites-moi quelque chose de beau. Je pense que c'est pas pire, finalement. Alors, quelques enjeux. C'est ce dont on va parler ce soir. Je parlerai beaucoup de la non-binarité, de la transidentité, du métissage, de la fluidité des entités. Actuellement, dans le sondage qu'on fait avec CROP, c'est la chose qui nous saute aux yeux parce on a travaillé là-dessus, on avait un beau choix de questions. Identifiez-vous, là, votre identité de genre, de sexe, d'orientation sexuelle. On en avait des choix. On a quelques centaines, je ne mens pas, on a quelques centaines de réponses originales. Donc, les gens, et puis il y a des fois, même moi qui travaille là-dessus, qui viens de finir un livre là-dessus, puis je n'écris quelqu'un là-dessus, là. Des fois, j'ai pris mon dictionnaire parce que je n'avais aucune idée ça voulait dire quoi, puis on a pris le dictionnaire grec des fois, puis parce que c'était des racines, des mots qu'on ne connaissait pas. Il y a une explosion des identités sur le plan du vocabulaire. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que les jeunes générations sont de plus en plus précises dans la façon de se nommer. On va parler de ça. Là, je vous annonce le programme. Je n'ai pas commencé encore. Alors, qui définit les identités? Ça, c'est beaucoup des questions qu'on se pose actuellement. Pensez tout le débat sur les toilettes. Qui va décider si on a des toilettes mixtes ou pas mixtes, tout ça? Donc, qui va définir nos identités? On a des gros débats. À l'école, il y a deux provinces maintenant où ça fait beaucoup de problèmes, où il faut que les parents donnent leur permission. Alors que vous savez, la loi de l'éducation au Québec, vous êtes obligé de prendre l'identité que veut prendre la personne étudiante. Alors, à partir de 14 ans, c'est une obligation. C'est peu connu, ça. Alors, vous n'avez pas de... Mais il y a des provinces qui ont dit non, nous autres, il faut 16 ans, il faut la permission des parents. Mais au Québec, pour le moment, c'est pas ça. On a un comité qui se penche là-dessus. On verra bien ce qu'ils diront. Je veux parler des violences LGBT, anti-trans, queericide, transféminicide. J'ai été un des premiers à utiliser les termes, je pense, dans des interviews que j'ai données en France, mais à travers le monde, c'est épouvantable actuellement. On va parler d'intersectionnalité. De plus en plus, les identités s'additionnent les unes sur les rôles. Les réalités autochtones, très, très méconnues, en particulier au Québec. Et puis, les transmissions intergénérationnelles, parce qu'il y a comme un déficit intergénérationnel, parce que les gens de ma génération, il y a eu une hécatombe avec le VIH. Moi, j'ai arrêté de compter les amis morts à 100. J'avais continué, je serais rendu à 200. En fait, tous mes amis d'adolescence, début de l'âge adulte, je pense qu'il m'en reste 2. Et puis bon, heureusement, c'est des amis proches, on s'écrit puis on s'appelle, on se voit beaucoup, mais on se parle souvent de ça, que tout le monde qu'on connaissait sont morts. Alors donc, ça nuit beaucoup à la transmission d'une génération à une autre, des cultures LGBT, parce qu'on le verra, il y a des cultures, j'espère qu'il y a des cultures et des sous-cultures. OK, on continue. Bon, alors j'ai fait j'ai trouvé une petite fiche quand j'enseignais pour montrer. Vous savez, on part de loin. Il ne faut pas oublier que jusqu'en 1969, au Canada, l'homosexualité était un crime, puis une sable jusqu'à 100 coups de fouet. Et il y avait des gens qui avaient les 100 coups de fouet, là. Surtout ça s'appliquait plus aux hommes qu'aux femmes, mais il y avait des femmes aussi, mais plus aux hommes parce que ça liait beaucoup à l'ancien crime de sodomie là, du temps des débuts de la colonie. D'ailleurs, vous savez que la première personne condamnée à mort dans la colonie de la Nouvelle-France, c'est pour un crime de sodomie. Mais comme c'est la première personne condamnée à mort, il n'y a pas de bourreau. Alors, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on dit, si quelqu'un a eu l'idée, on dit, on va lui demander d'être le bourreau pour les prochains. Alors, puis il va avoir la vie sauce, c'est une bonne idée. Alors, la prochaine personne qui est condamnée à mort, c'est une femme.
qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez? C'est extraordinaire, cette histoire. Donc, il parle beaucoup de la diversité sexuelle et de genre. Alors, dans la nuit, il a libéré la femme, s'est enfui avec elle. On ne sait pas s'ils ont fait des enfants, s'ils sont devenus un couple ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ils ont perdu les 2 premiers condamnés à mort. Lui, pour sodomie, elle, c'était pas pour sodomie, c'était pour autre chose. Mais ils sont enfuis. Bon, ils ont dû être heureux ailleurs, ensemble ou séparément, on ne le sait pas. Mais c'est assez intéressant de penser que dans la petite et grande histoire, parce qu'on est dans un lieu très historique, dans un des plus vieux établissements de la ville de Québec, alors ça me fait plaisir de raconter ça. Alors donc, dépénalisation en 69, pour ça que le mouvement LGBT est très jeune, parce qu'avant, c'était une association de criminels. Il n'y avait pas de groupe LGBT avant 69, parce que les gens avaient peur de... D'ailleurs, les tout premiers groupes, même si c'était décriminalisé, il y a eu quand même des descentes de police. À Montréal, notamment. Il y avait un groupe qui n'a pas duré longtemps parce que les gens étaient terrorisés. Parce que, en 70, parce qu'il y a des descentes de police. Puis il y a des gens qui sont profs, qui sont, je ne sais pas, psychologues, etc. On va perdre nos jobs. Parce qu'on n'a pas la charte. Pensez qu'avant 77, là, vous êtes gay, lesbienne, bisexuel, trans, vous perdez votre emploi, vous perdez votre logement, puis c'est normal, là. Personne, vous ne pouvez absolument rien faire. Alors, donc, on dépénalise. C'est un premier pas. En 73, en Amérique, et c'est arrivé à Montréal d'ailleurs, en décembre 73, c'est la première fois qu'une maladie a cessé d'être une maladie suite à un vote. Parce qu'à Montréal, l'Association des psychiatres américains se réunit et, c'est sûr que ça avait été préparé un peu de temps avant. Et vous pouvez voir ça sur le web. Et il y a des membres du comité des psychiatres qui témoignent en faveur de l'homosexualité. Un sac de papier sur la tête. C'est pas une blague. Vous pouvez aller le voir, c'est sur le web. Oh, j'aurais dû le mettre là, vous n'avez pas de crayon. Mais j'ai mis la référence dans mon prochain livre, là. C'est encore... Ils ont gardé les vidéos de ça. Alors, c'est quand même des psychiatres, là, qui disent, moi, je suis psychiatre, je suis gay, tout ça, je veux dire que ce n'est pas une maladie. Mais il n'y en a aucun qui témoigne. Ils ont vraiment un sac de papier, là, comme, vous savez, un sac de papier brun, là, avec 2 trous, là. Et on est, tu sais, ça fait quoi, il y a 50 ans, là, à peu près tout juste, là. C'est quand même terrible de penser à ça, puis c'est des gens qui ont des hautes positions, mais de révéler qu'on peut être gay ou lesbienne ou bi ou etc., c'est tellement terrible que les gens ne peuvent témoigner qu'un sac de papier sur la tête. Il y a 50 ans. Vous voyez, on part de loin. Et puis au Québec, on va faire quelque chose d'extraordinaire que personne, presque, en fait, un des premiers États au monde, on va déclarer que la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle est interdite. On a ajouté par la suite le genre, l'expression de genre. La charte s'est beaucoup élargie. Et puis, d'ailleurs, j'ai été témoin expert pour la première cause de discrimination sur une personne trans au Québec, parce qu'au début, c'était pas... Les gens se demandaient, coudonc, la discrimination, c'est-tu inclus? Le monde se posait la question, c'est pas une blague. Alors ensuite, il y a eu des formations. Ça aussi, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. À partir de 90, à l'INSPQ, on a formé actuellement, c'est 35 000 personnes. Je n'ai pas le chiffre parce que je suis parti il y a quelques années, là. Mais on a 2 formations à l'Institut national de la santé publique. Puis on a commencé ça un peu avec quand on était dans l'épidémie du VIH. Parce qu'on s'était aperçu que les gens avaient plus peur de l'homosexualité que du VIH. Les gens qui avaient, parce qu'il y avait beaucoup, on sait que la communauté LGBT a été très, très concernée par ça. Et les gens, écoutez, alors donc, on se promenait à travers le Québec. Moi, j'ai vu des infirmières, des psychologues, des travailleurs sociaux, là, dire « Oh mon Dieu, c'est épouvantable, on ne peut pas travailler avec cette clientèle-là. » Des gens qui avaient des formations. Mais pensez qu'à ce moment-là, puis on le verra tantôt, il n'y a aucune université qui parle de ça positivement, là. Il n'y a aucun cours dans aucune université qui parle de l'homosexualité, de la diversité sexuelle, du lesbianisme, de la bisexualité, de la transsexualité positivement. Ça n'existe pas. Parce qu'on trouve que c'est un sujet pas légitime.
Donc, il a fallu 90, vous voyez, 94, on va commencer à avoir des... il y a des universités qui vont commencer. Puis moi, à ce moment-là, j'étais à l'UQAM, je peux en parler. On va créer un cours sur l'homosexualité. Ça va s'appeler homosexualité, etc. C'est homosexualité féminine, masculine. Et ça va être un cours du soir libre, là. C'était avec les cours de natation, de tricot et de badminton, là. C'était dans la même section que ça. Mais à ce moment-là, toutes les universités pensent que parler de ça, c'est épouvantable. Parce que, il n'y a pas si longtemps, c'était un crime, c'était une maladie mentale, c'était encore un péché à ce moment-là, dépendant des religions, là, mais pour la majorité des religions. Et puis, donc, on part de très loin. Mais tranquillement, il y a des universités qui vont créer des cours du soir libre, là, dans les cours, comme je vous dis, là, avec les cours de... C'est pas des cours, c'est pas dans des programmes, hein, c'est des cours d'information personnelle, là, tu sais. Mais il y a du monde, il y a tellement de monde que je dis, écoute donc, peut-être qu'il y a de l'argent à faire avec ça. Quand j'ai cessé de donner mon cours à l'Université Laval, diversité sexuelle des genres, c'était le cours aux études avancées en travail social où il y avait le plus de monde. Alors, vous voyez, on a fait beaucoup de chemin et ça intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mais les universités ne prenaient pas. Pour ça que les formations vont commencer à l'Institut national de la santé publique parce que, comme ils ont un mandat pour la prévention, ils ont dit, on a la prévention pour le VIH, mais on a la prévention des clientèles atteintes par le VIH. Alors, je travaillais là un bon bout de temps. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Ce qui m'a fait, moi qui ai peur de l'avion pour périr, j'ai voyagé. Peut-être le tour du Québec, il n'y a aucune plage, même des petites villes dans le grand nord. Où tu y vas à l'avion, tu es assis à côté du pilote. Là, il y a 2 personnes dans l'avion. Alors, disons que quelqu'un qui a peur de l'avion, là, c'est quelque chose. Alors, mais tu formes des gens et les gens réalisent que la diversité sexuelle et de genre, ça fait partie de la population. Ça fait beaucoup partie de la population. Et chez les jeunes, on le verra tantôt, il ne faut pas que je donne toutes mes punches en même temps. C'est très important. Et puis, on va voir, justement, ça va s'en aller, là. Il va y avoir des commissions qui vont Et puis, on va avoir un des premiers pays au monde, premier État, à avoir une politique de lutte contre l'homophobie. Le Québec a inventé en même temps que la France. Là, il y a des batailles, il faut savoir qui a eu l'idée en premier, mais... Très honnêtement, ils ont eu l'idée, les deux, parce que je connais les 2 gars qui ont fait ça. Là, honnêtement, ils ont eu l'idée en même temps. Alors, c'est une idée franco-québécoise ou québéco-française. Alors, on va créer la journée qui est demain, la journée de lutte contre l'homophobie. On a ajouté transphobie assez rapidement, qui existe maintenant. Puis, il va y avoir les unions civiles, le mariage... Et puis, mais ce n'est pas naturel, c'est parce que les gens le demandent. On a l'impression que la société évolue. La société n'évolue pas, là. Il y a des gens qui se donnent comme mission de la faire évoluer. Et puis, il y a des gars, il y a un couple, notamment québécois, qui ont dit, nous autres, on est ensemble depuis X temps. On aimerait ça se marier, avoir les mêmes privilèges que tout le monde. On peut dessus, s'il vous plaît. Alors, ils sont battus sur le mariage et le mariage est arrivé. Anecdote personnelle, souvent les anecdotes, une image aux 1000 mots. Alors, quand il y a ça, j'écris à l'actualité une petite lettre ouverte en disant « C'est quand même extraordinaire, l'union de personnes de même sexe revient en Amérique du Nord. Ça a existé pendant quelques millénaires. Ça a été mis entre parenthèses à cause de la colonisation. On referme la parenthèse, on revient au début, on trouve les traditions autochtones et les unions de personnes, c'est la majorité des peuples, pas tous, mais la majorité des nations autochtones, il y avait des unions de même sexe. Et puis, voilà, c'est l'histoire qui se poursuit. Puis, tu sais, il n'y a personne qui m'a contredit. À peu près tous les livres d'histoire disent ça maintenant. Mais moi, comme j'enseignais ça, je le savais. Mais je savais que le grand public ne savait pas ces choses-là. Que chez la majorité des nations autochtones, les unions de personnes de même sexe existaient. De même sexe, mais pas de même genre. Je ne donnerai pas un cours sur les réalités autochtones, mais c'est le genre qui l'emporte en général. Chez les personnes aux 2 esprits. Ah, ça, il faut le dire des fois.
Personne aux deux esprits, qui est le vrai mot français. On voit souvent bispirituel, qui est une très mauvaise traduction, qui est un anglicisme. Il faut dire personne deux esprits. Quand vous voyez deux E, je pense qu'on va le voir tantôt dans mon... Deux E, ça veut dire deux esprits. Quand vous voyez des lettres ou des choses gouvernementales, comme deux E, LGBT, ça veut dire deux esprits. Et non deux S, qui est un anglicisme. Protégeons notre langue, nos ancêtres se sont battus pendant... Je parle beaucoup des gens qui sont battus pour garder leur identité, alors c'est vrai pour la langue aussi. Alors, OK, le mariage va arriver, la protection du genre. Puis là, ça va exploser dans les universités parce qu'ils s'aperçoivent que le nombre d'étudiants qui veulent travailler... Moi, je l'ai vécu parce que j'étais là. Quand je suis arrivé à l'Université Laval, si tu avais une personne par année qui voulait travailler là-dedans. Mais en dernier, on ne fournissait pas, là. Parce qu'il y avait des dizaines de personnes dans à peu près tous les départements en sciences sociales. On crée, on commence. Je dis on, là, je ne suis plus là, mais j'ai travaillé pour comme le parti. On part un département de sexo en septembre. Et on a un cours là-dessus. Je suis bien content qu'on ait un cours là-dessus. Alors donc, on va avoir un cours aussi, apparemment c'est en gestation, là, en équité, diversité, inclusion en sciences d'administration. Alors, on voit que ça évolue, et puis il y a la loi 2, ça va finir par la loi 2, il y a 2 ans, en fait, où il y a plus que 2 sexes au Québec officiellement maintenant. Alors, donc, je dis plus que 2 parce que il y a une case X. Alors, donc, à la naissance, parce que pendant très, très longtemps, au Québec comme ailleurs, on avait 1 mois pour décider si l'enfant était un garçon ou une fille. Mais dans 1 ou 2, puis ça, je le sais parce que tous les médecins à qui j'en ai parlé, qui accouchent, m'ont dit « Oui, tu as raison, c'est vrai. » Mais on n'en parle jamais. Il y a 1 à 2 % des enfants où le médecin dit « Mais, puis, monsieur, docteur, c'est un garçon de fille, mais avez-vous, on va y penser. On ne sait pas trop. On va passer des tests, puis des fois, les tests ne disent pas la même affaire. Parce que les personnes intersexuées, c'est 1 à 2 % de la population. Dans certaines régions du monde, c'est jusqu'à 4. C'est une réalité. Ce monde-là existe, figurez-vous donc. Alors, il faut reconnaître ces réalités-là. Sans parler des personnes trans ou non-binaires, maintenant, qui ne veulent pas, qui ne se reconnaissent pas dans le M puis le F, là. Alors, donc, mais ça évolue. Puis les lois évoluent. Les lois, des fois, précèdent, puis des fois, les lois suivent la société. Ça dépend. Alors, les identités, sont plus souvent qu'auparavant, pas qu'autrement, mais qu'auparavant, non-binaire, fluide, pluriel, multiple. En tout cas, dans le sondage de Crop avait fait un sondage, je n'étais pas là à ce moment-là, impliqué, en 2017, et puis il y avait quelques personnes qui avaient répondu, là, autres dans comment vous identifiez-vous. Mais là, comme je l'ai dit, il y en a des centaines. Et on a beaucoup de gens qui s'identifient dans la fluidité, avec des identités vraiment plurielles. Et c'est fort intéressant. Alors, je prends un exemple là-dessus. Si tu demandes à une personne c'est quoi ton orientation sexuelle, tu peux avoir 3 réponses différentes, là. Ouais, c'est désir, mais ces désirs ne sont pas toujours réalisés. Je suis sûr qu'il n'y a pas grand monde ici dans la salle qui ont réalisé tous leurs désirs. Si ça vous arrive, parlez-en pas. Vous allez faire beaucoup de jaloux et jalouses. Parce qu'en général, on ne réalise pas tous nos désirs. Ce n'est pas une mauvaise affaire, ça nourrit nos fantasmes. La conduite, ce qu'on fait, c'est-à-dire il y a les choses qu'on désire, puis il y a ce qu'on fait pour vrai, puis des fois, ça peut pas... c'est pas la même. Pensez dans le temps là, que c'était un crime, puis c'est interdit. Il y a combien d'hommes et de femmes qui sont mariés avec une personne pas du même sexe, parce que marier une personne du même sexe, c'était pas possible. Alors donc, il y avait des désirs homosexuels, mais une conduite hétérosexuelle, parce qu'il n'y avait pas d'autre façon possible de leur point de vue, puis du point de vue de la société à ce moment-là. Puis le taux d'identification, il y a des gens qui s'identifient comme, prenons queer, par exemple, qui revient beaucoup, on le voit dans le sondage, queer revient beaucoup. Queer, ça peut vouloir dire bien des choses. Mais donc, comment je m'identifie? Il y a des gens qui s'identifient LGBTQI+, là, et puis c'est pas forcément en rapport avec leurs activités sexuelles, leurs désirs, parce qu'il dit, il y a des gens maintenant qui nous disent, moi, je me sens en harmonie avec les communautés LGBT, donc je vais être queer, mais
J'ai une sexualité qui est plutôt hétéro, mais je suis hétéro-curieux, ou hétéro-queer, ou hétéro-fluide, ou etc. Alors, on voit ça de plus en plus souvent, et on voit que c'est de moins en moins binaire. Ça tombe bien parce que je pense que la réalité, effectivement, n'a jamais été binaire. Mais les jeunes générations osent le dire. Alors, oui, c'est mon petit dessin, c'est pas moi qui ai inventé ça, là, dans Sex and America, la conduite, le désir, l'identité. Et puis, les gens qui vont vous dire que les trois vont ensemble sont relativement rares. En général, oui, je fais ça, mais je ne suis pas exactement mon désir. Alors, pour ça, vous voyez, c'est petit, là, le point de rencontre. On continue. Ben, le petit bonhomme gingembre, comme on l'appelle, c'est dans la sexualité, vous avez trois affaires. Ben, la tête, c'est pas mal la tête, c'est pas mal comment vous vous voyez, votre identité de genre, ou tout ça. Le cœur, c'est qui c'est que vous aimez, qui c'est qui vous attire, soyons romantiques un peu. Et puis en bas, ben, c'est notre sexe au sens de notre sexuation, c'est-à-dire le sexe qu'on a, ou auquel on s'identifie, parce que dans le cas des personnes trans, ben, le sexe qu'ils ont n'est pas forcément le sexe auquel ces personnes s'identifient. Et puis, ça peut arriver aussi. C'est un peu pareil. J'ai dit tantôt 1 à 2 % de personnes intersexuées. Personnes trans, c'est un bon pourcent aussi. Bon, des recherches disent même un peu plus, 1 à 2 %, mais c'est à peu près dans les mêmes proportions. Alors donc, qu'est-ce qu'on constate de nouveau? Bien, l'éclatement du modèle binaire. Toutes les recherches au monde montrent que depuis 20 ans, il y a une explosion des identités non binaires. C'est vraiment une explosion. Alors, et c'est la génération Z, hein, et puis celle qui suit. La multiplication des identités et des mots, comme je vous dis, là, écoutez, je ne peux pas vous dire le nombre de jours qu'on a passé là, à éplucher nos 5000, il en reste 1000 à venir, nos 5000 avec les gens qui on pense même qu'il y en a qui ont créé des mots, en tout cas que nous, on n'a pas travaillé là-dedans, qu'on n'avait jamais vu. Alors, mais c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a un désir d'être précis, d'avoir une identité précise. Je suis ça, puis je suis queer, aromantique, demi-sexuel. C'est très précis. Mais tu sais, quand tu fais un sondage, là, tu dis, moi, je la classe où, cette personne-là? C'est un autre paire de manches. Mais c'est fort intéressant. La fluidité identitaire aussi, ça revient beaucoup, ça. Les gens qui se disent fluides. Autant en français qu'en anglais, parce que c'est pas en canadien, et beaucoup de fluidité, flux, là, ça revient très souvent. Et on voit aussi un très grand désir d'affirmation de soi. Ça aussi, c'est extraordinaire. Bien, tout le débat sur les toilettes, puis tout ça, c'est ça, là. Les gens disent, regarde, je suis là. Faites pas semblant que je ne suis pas là. Tu sais, les gens qui se disent, mais qu'est-ce qu'on fait de... Les jeunes, là, LGBTQI, trans, non-binaires, quoi? Ils sont dans les écoles. Arrêtez de vous demander son droit. Ils sont là, là. L'école, c'est faite pour le monde qui est dedans, vous ne pensez pas? Alors, bien, c'est ça. Adaptez-vous au monde, là. Ne demandez pas au monde à s'adapter à des murs. C'est au mur à s'adapter au monde, parce que le mur, il peut changer. Alors, donc, les réalités évoluent et les jeunes générations sont plus affirmatives que jamais parce que les jeunes générations n'ont pas vécu cette période-là où c'est une maladie, où c'est un crime, où tu as zéro droit. Donc, ils ont vécu, puis avec le féminisme et tout ça, en disant, bien, on a des droits, sais-tu, on se tient debout, et puis on va les faire respecter. Pour ça qu'il y en a qui ne les trouvent pas faciles, ces générations-là. Mais, moi, comme vieux proche, je suis pas mal fier d'eux autres. Parce que, je me dis, c'est une génération qui se tient debout comme jamais. Bravo, bravo. Alors, on continue. Alors, vous comprenez qu'il y a une explosion. Il y a tellement une explosion que, vous savez, il y a 20-25 ans, les sondages, on disait qu'il y avait plus ou moins 5 4-5 % de la population qui était LGBT. Les vieux de 70 ans comme moi, c'est encore ça le chiffre, parce que le monde a grandi, ils n'ont pas changé tant que ça d'orientation. Mais ils ne sont pas très fluides, les vieux.
Mais les jeunes, oui. Quand on demande aux jeunes de moins de 30-35 ans, dépendant du sondage, faites-vous partie de la diversité sexuelle et de genre? Les chiffres les plus bas, c'est 16 %. On a ça là, dans nos derniers chiffres là, de 16,5 chez Crop. C'est à peu près le même chiffre que Statistique Canada, qui n'était pas loin de ça. Aux États-Unis, on a ça, là, 15, quelque chose. Il y a un sondage Ipsos, tous les pays démocratiques là, d'Europe et d'Amérique, ils ont 21, quasiment 22. Ça se promène entre 16, 21, 22 chez les Z et moins. Donc, les jeunes nés après 97 et ensuite. Donc, c'est 4 fois plus, des fois 4 fois et demi, dépendant du nombre, là, que les vieilles générations. Donc, là, vous n'allez pas pouvoir dire à ces générations-là que vous n'existez pas, là, parce que des méchantes nouvelles pour vous autres, là. Tu sais, c'est une personne sur 5, sur 6. Tu sais, ils sont plus nombreux que la population anglophone au Québec, là. À un moment donné, quand ils vont se mettre... Non, mais c'est vrai, là. Mais il faut le dire. En nombre, c'est extrêmement important. C'est un changement démographique comme on en voit très, très peu. Que soudainement, il y a une identité qui soit revendiquée et qui soit aussi importante en 20 ans. En 20 ans. On est parti de 400, on est rendu à... Comme je vous le dis, là, 16,5, certaines recherches, ça va jusqu'à 20, 21, parfois 22. C'est énorme. Et c'est partout en Occident démocratique. Alors, ça, c'est un changement qui fait en sorte... c'est pour ça que des comités comme le comité des sages et tout ça, parce qu'il faut s'adapter à ça. Les institutions doivent s'adapter à ça. On n'a pas le choix, là, ils sont là. Avant, vous voyez, on avait ça, mon Dieu, la vieille échelle qui disait, je vous le présente. Quand j'étais étudiant, on voyait, c'était la seule qui existait. On disait, il y a d'un côté, il y a des homos, il y a des hétéros, puis il y en a des bis, là, plus ou moins bis entre les deux. C'est plus bon, ça. On prend ça, on jette ça en poubelle. Il y a Mme Bem qui a inventé quelque chose qui était pas mal pionnière, là. Elle dit, non, c'est pas de même que ça se passe, là. C'est plus... Parce qu'on peut avoir les deux. On peut être androgyne, on peut avoir du féminin et du masculin, puis on peut avoir peu des deux. Alors, donc, elle nous a permis, ça a été la première à acheter les bases d'un modèle non-binaire qui ressemble plutôt à ça maintenant. Là, regarde, tu sais. Vous êtes quelque part, tout le monde ici, vous êtes quelque part là-dedans. Pas grave où vous êtes, mais vous savez qu'il y a de la place pour vous autres. Donc, les hommes, les femmes, les agents, puis d'autres genres là, qui ont tellement de mots là, que... Je serai encore là demain matin. Juste la liste de CROP qu'on a actuellement, elle est quasi infinie. Bon, puis ça, il y a un autre débat. Il dit, oui, mais on appelle ça comment, le monde non-binaire, trans, on ne sait plus, la langue française. Regardez, le dictionnaire n'a pas changé, là. Alors, la langue épicène, c'est très simple, là. C'est la personne. Moi, quand j'enseignais, je disais... Hey, le groupe, hey, la classe, allô, tu sais, je ne sais pas, les étudiants, les étudiantes. Il y a deux tendances qui s'affrontent. Il y a la tendance épicène qui dit, essayons d'avoir des mots qui conviennent à tout le monde. Il y a une autre tendance qui s'appelle inclusive, mais l'épicène est aussi inclusive. J'ai eu des débats, j'étais à Vancouver il y a un mois, il y a eu une conférence là-dessus, ça parle à fond. Alors, oui, mais au lieu de dire les personnes moi je vais dire les personnes qui écrivent, les personnes qui publient, pourquoi qu'on ne dirait pas, qu'on ne ferait pas un mot avec auteur et autrice, qu'on dirait auteurice? Moi, je m'oppose à ça, mais vous ferez ce que vous voulez. Parce que, je dis, ça rappelle le mode binaire. Ça rappelle qu'on a besoin encore des mots binaires, qu'il faut les conjuguer ensemble. Qu'on invente des mots. Est-ce qu'on a besoin? On a déjà des mots pour parler de ça. Les personnes qui écrivent. Les personnes qui publient. Est-ce que j'ai besoin? Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la langue, c'est quelque chose de commun. Puis moi, je veux que la diversité sexuelle se fait des alliés. Je ne veux pas donner... Le monde dit, c'est bien compliqué, on ne suit plus. Regardez, c'est facile, là. Tu sais, je réponds au téléphone. Qu'est-ce que je dis? J'ai donné des formations pour la fonction publique. Qu'est-ce que je dis?
On peut-tu dire encore monsieur, madame? Oui, vous pouvez dire monsieur. Si la personne vous le demande. Si la personne ne vous le demande pas, vous dites, mais qu'est-ce que je dis? Je suis habitué de dire selon la voix. Bonjour monsieur, bonjour madame. Oui, mais vous ne pouvez pas vous fier à la voix. Mais qu'est-ce que je dis? Bien, c'est facile. À qui ai-je le plaisir de parler? Est-ce que quelqu'un va être... Est-ce que vous êtes insulté si on vous demande à qui ai-je le plaisir de parler? Est-ce que quelqu'un ici va être insulté en se demandant? Non. Alors la personne va dire Nadine, Nathalie. Moi, par exemple, j'aime qu'on m'appelle Michel. J'ai rien contre monsieur, mais quand on dit monsieur Doré, je pense à mon père. Et ça me mêle un peu dans mon petit cerveau. Alors, je préfère qu'on m'appelle Michel. Alors, à l'université, tout le monde m'appelle Michel. Alors, tant mieux. Alors, comment vous voulez appeler-moi? Mon prénom, puis à qui je l'appelle? Il y a des façons très, très simples de demander au monde, là. Comment vous voulez que je vous l'appelle? Puis en général, c'est le nom. Les gens m'appellent leur nom. Ce qui complique beaucoup la vie, ça, c'est un petit tableau qui vient, là. Il est mieux fait que ça, parce que j'ai quelqu'un qui refait mes tableaux, là, mais comme vous voyez, je ne suis pas bon. Là, regardez, là. Eh, Seigneur, bon. Alors, présentation, il y a 3 façons qu'on est défini, puis c'est ça qui rend la chose bien compliquée. C'est que on a conscience de qui on est, mais des fois, on le garde pour nous. Quand je faisais dans la consultation, des années 70-80, j'avais des personnes trans qui, dans leur travail, n'étaient pas out. J'ai 2 gars qui travaillent dans des métiers, genre construction, qui disaient, ouais, mais si je rentre demain, comme je suis habillé chez nous, là, le gars, il est un gars au travail, là, je ne sais pas quel mot, parce que le gars, il dit, je suis un gars au travail, mais dans le reste de ma vie, je suis une femme. Mais j'ai les 2 parce qu'au travail, je ne peux pas être une femme parce que je vais perdre mon emploi parce que je suis dans la construction. Alors, la conscience de soi, personne de sexe, de genre féminin, mais la perception des autres, c'était masculin. C'est pour ça que le gars consultait, là, parce que c'est mêlant, là. Puis même moi, j'avouais, le gars, la fille, je ne sais plus. Parce que même la personne, quand elle venait après son travail, je voyais la personne habillée en construction. Puis quand elle venait un jour de congé, je voyais une femme. Donc, même pour l'intervenant, c'était pas facile. Puis surtout, ça commençait à l'époque. On commençait à tenir compte de cette réalité-là. Donc, c'est loin d'être facile. Donc, les gens peuvent vous percevoir d'une façon pour toutes sortes de raisons qui correspond des fois oui, puis des fois pas du tout avec qui vous êtes. Parce que vous pouvez choisir de vous présenter d'une façon plutôt que telle autre. Je ne sais pas s'il y en a qui ont regardé l'Eurovision en fin de semaine, qui est un concours de chansons. Oui, vous devez regarder ça. Moi, j'adore ça. Je suis un fan de ça. C'est extra. Allez voir ça sur le web. Alors, la personne qui a gagné, qui s'appelle Nemo, moi, j'ai trouvé ça formidable. C'est tellement extraordinaire. Bon. Mais tu sais, on a le droit de prendre pour des gens. Puis en tout cas, moi, je le dis, là, je prenais pour lui parce que... Puis, ou pour elle, je ne sais pas trop, parce que des fois, les animateurs disaient lui, elle, puis ils ne savaient plus trop. Alors, mais c'est une personne non-binaire. C'est un individu non-binaire, une personne non-binaire, quoi qu'il en soit. Mais le déferlement de haine sur les réseaux sociaux depuis, je n'en reviens juste pas. J'ai rarement entendu quelqu'un avoir une si belle voix. C'est une voix extraordinaire avec un registre invraisemblable. Et des gens disaient, pourquoi cette personne-là a gagné sans aucune voix? Hein? Des gens disaient, oui, mais c'est quand même scandaleux. Ça a l'air d'un garçon qui porte une jupe. Il n'aurait pas dû gagner. Habillé en rose, une jupe rose. La chanson est extraordinaire, et c'est sur la non-binarité, hein, de code, un break de... alors, c'est son histoire, en fait, que cette jeune personne non-binaire raconte, qui est le passage de garçon à non-binaire, finalement, et tous les... Vous l'écouterez, je ne vais pas me mettre à chanter ça, je n'ai pas sa voix. Dieu vous en préserve. Alors donc, on voit que Nemo n'est pas gêné de se présenter comme cette personne-là se sent. Mais on voit que la réaction des autres, la perception, il y a des problèmes avec ça, là. Il y a des milliers de commentaires négatifs, haineux, là, voire violents. Et puis, tu sais,
qu'est-ce que cette jeune personne-là a fait de mal à rien, a gagné un concours de chant avec une voix absolument magnifique et une scénographie époustouflante. Mais non. Et vous savez qu'il y avait une personne trans qui avait gagné, plutôt trans qu'autre chose, disons ça comme ça, qui avait gagné il y a quelques années, mais c'est beaucoup plus fort le rejet. On voit que la non-binarité dérange plus que la personne, parce que, je sais pas, les gens disent, oui, la personne trans est passée d'un l'un à l'autre, mais là, la non-binarité, il ne choisit pas. Ben non, c'est ça la non-binarité. Les gens n'ont pas choisi, les gens sont qui ils sont, puis il y a des gens qui disent, moi, je porte les deux, le masculin et le féminin, pourquoi pas? On voit que ça crée beaucoup de malaise. On a du chemin à faire. Je sais bien, moi, ce que je donne des conférences, ça, j'en donne une par semaine, j'en ai encore pour quelques années, d'après moi, parce que le monde ne comprenne pas ça encore. Et puis, il faut, pour ça, je continue de travailler, d'écrire, parce que je dis, il faut faire connaître cette réalité-là. Puis moi, quand je faisais de la recherche, souvent, tu sais, j'ai fait plusieurs recherches sur les jeunes LGBT, puis je disais, pourquoi vous prenez 1 heure, 2 heures de votre temps pour venir me voir, pour me raconter votre histoire, là, tu sais? Parce que vous, on va vous écouter. Vous, on va vous croire. Mais moi, ma petite histoire, ça n'intéresse personne. Et c'est pour ça qu'il faut donner une voix aux sans-voix. Ça, c'est bien important. Et c'est pour ça que je trouve donc que les universités doivent s'occuper de faire de la recherche. Ça, il y en a. Il y en a un peu, mais il y en a trop peu. Alors, des composantes d'identité, bien, dans mon livre, dont j'ai le titre de la page couverture, mais je suis bien superficieux. Je ne le dis pas. Vous verrez, ça sort le fil tout. Je vais être pas mal partout, je pense. Comment donc on voit, comment je me perçois, c'est une chose, mais comment les autres me perçoivent, ça peut être complètement autre chose. Et puis comment je me présente à eux, parce que je peux décider de dire non. Mes parents, si je me présente tel que je me sens, ils vont me... Beaucoup de jeunes LGBT, non-binaires ou trans, ou même gays, lesbiennes, sont jetés dehors, là. Oubliez jamais ça, là. Les jeunes LGBT sont surreprésentés dans les jeunes de la rue. C'est pareil partout dans le monde, là. Alors, c'est quand même pour ça que les gens peuvent décider. L'orientation sexuelle, l'identité, là, c'est pas un choix. Mais ce qu'on révèle de nous ou pas, ça, c'est un choix. Vous comprenez? Les gens confondent souvent. Ouais, la personne a choisi. Non, non, les gens choisissent. On ne choisit pas notre identité. On peut peut-être choisir le mot précis qu'on va utiliser, à qui on le dit, on ne le dit pas. Mais personne n'a choisi ses désirs. Personne ne choisit par qui il ou elle est attiré. Personne ne choisit ça. Mais à qui vous allez le confier? Avec qui vous allez le vivre, oui, vous pouvez choisir vos partenaires, à qui vous allez partager votre intimité, bien sûr. Mais cette intimité-là, vous ne la choisissez pas. D'où ça vient? On n'en sait rien. Dans un de mes derniers livres, Nouvel éloge de la diversité sexuelle, j'ai tout un chapitre sur les recherches, parce que pendant très longtemps, il y en a moins maintenant, mais on avait des recherches sur les causes de l'homosexualité, du lesbianisme. Il n'y en a pas de cause, pas plus que de cause l'hétérosexualité. Les gens sont comme ils sont. Puis avec la bisexualité, la pansexualité, la non-binarité, tout ça, les causes, là, vous allez être mêlés. Puis je cite une recherche qui est bien drôle, qui a été faite pour la vraie, je pense que ça a coûté $1 million à Toronto. Alors, on avait isolé les mouches pas une blague, là. Les mouches à fruits homosexuels et les mouches à fruits hétérosexuels. Comment qu'on avait fait pour détecter? Est-ce qu'on les avait interviewés avant? J'en sais rien. Mais toujours est-il qu'on avait réussi à séparer les mouches à fruits homosexuels et les mouches à fruits. Alors, grande avancée de la science, ou qu'à un moment donné, il y a une erreur dans le laboratoire, on mêle toutes les mouches ensemble. Et ils n'ont jamais pu les démêler. Alors donc, il n'a jamais pu trouver d'où venait l'homosexualité parce qu'il comptait beaucoup là-dessus, d'avoir enfin pu séparer les mouches à fruits homosexuels. C'est des choses complètement folles. La recherche si vous voulez rire ou pleurer, ou les deux à la fois, lisez les recherches sur les causes de l'homosexualité. Les doigts, l'oreille plus grande, l'oreille plus petite, le doigt le plus long, le ci, le ça. La mère qui a fait un mauvais rêve, qu'elle a fait... Vous allez trouver de tout et son contraire. De tout et son contraire. Trop d'hormones, pas assez. De tout. Écoutez, j'ai passé... c'est un de mes projets de postdoctorat, de faire la revue entière de la littérature là-dessus.
Je me suis amusé au début, mais à la fin, je riais plus parce que je trouvais ça carrément. Je disais, c'est quand même scandaleux qu'on dépense de l'argent pour ça. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont rejetés, qui sont battus, qui sont violentés, tout ça. Les causes, on s'en fout. Tu sais pourquoi, je sais pas, t'aimes la pizza, puis madame aime le steak? On s'en fout. C'est pas un crime ni un péché d'aimer le steak puis la pizza. Bon, alors les goûts, tous les goûts sont là-dessus, puis ça devrait être pareil pour les goûts vestimentaux, alimentaires, tout ça, des goûts, puis bon. Attendu qu'on est entre personnes consentantes et majeures et vaccinées. Il n'y a pas de problème. Bon, les crimes haineux, bien justement, on entre un peu là-dedans. Il y a bien des gens qui n'aiment pas la diversité sexuelle et de genre. Donc, les personnes de la diversité sexuelle et de genre servent beaucoup ça partout dans le monde. Vous savez qu'en Russie, maintenant, la Russie était un des premiers pays au monde à décriminaliser, bien avant le Canada, lors de en 1917, hein, je pense, ou 16, oui, un peu avant les années 20, décriminaliser l'homosexualité. Et puis maintenant, c'est un pays où si vous êtes ouvertement, vous ne vivrez pas longtemps, là. Vous allez perdre votre emploi. Il n'y a aucun droit à les personnes. Et aux États-Unis, ça recule maintenant. Vous savez que les livres qui parlent de réalité LGBT sont interdits dans les bibliothèques et dans les écoles. Dans une grande partie il y a actuellement autour de 1500 ouvrages interdits parce qu'ils parlent de réalité LGBT. Puis souvent, c'est des ouvrages pour les jeunes, combien s'accepter, combien faire son coming out, comment être bien avec soi. Mais on veut que les jeunes LGBT n'aient plus aucun droit. On veut revenir, bien, comme pour les femmes. Vous avez vu, là, il y a des États M. Trump a dit que s'il était élu, en tout cas, et d'autres autour de lui, ils veulent criminaliser non seulement l'avortement, mais même la prise de pilules anticonceptionnelles. Alors, c'est un recul de plusieurs décennies, mais ça marche. Le fait est que ça marche. Parce que les gens ont besoin de boucs émissaires. Et c'est pour ça qu'il faut des propos positifs, et c'est pour ça que c'est peut-être cette génération-là, Z, qui va sauver le monde, là. Parce que peut-être qu'ils vont dire non, on ne votera pas pour ça, nous autres, on n'en veut pas. On ne retournera pas dans notre placard. On ne retournera pas. Non. Et c'est pour ça qu'il faut que les jeunes. Ici aussi, d'ailleurs, c'est moins pire qu'aux États-Unis. Comme toujours au Québec, on a, tu sais, le parti le plus à droite, c'est quand même un homme ouvertement gay en couple avec un autre gars, donc ça nous protège un peu. Mais il demeure que il n'y a jamais, vous savez, c'est quand même un des seuls endroits au monde. Au Québec, il n'y a jamais eu de parti politique anti-LGBT. Ce n'est jamais arrivé. C'est quand même pas rien. Toutes les lois pro-LGBT sont toujours passées à l'unanimité de l'Assemblée nationale. C'est sans précédent dans le monde. Ça, il faut le souligner. Tu sais, des fois, on critique nos politiciens ou politiciennes, là, mais il demeure qu'il y a du bon monde dans tous les partis. Et puis, c'est bien la preuve, c'est qu'il n'y a jamais eu un parti au Québec, jusqu'à date, Chaude-du-Bois, qui s'est opposé aux droits LGBT. On verra l'avenir. On est une place protégée. Quand vous allez sur les sites de voyage, ils disent que Montréal, Québec, c'est parmi les endroits les plus sécuritaires parce qu'il y a très peu de gens qui risquent de se faire battre s'ils se tiennent par la main, tout ça, alors qu'aux États-Unis ou même en France, ça peut arriver. Alors, ben oui, puis il y a quand même, moins ici, mais à travers le monde, les queericides, les transféminicides, beaucoup de personnes trans se font assassiner. J'ai mis un article, une entrevue que j'ai faite dans 20 minutes en France. Et ça, on en parle très peu. La haine contre les personnes trans et non-binaires, là, c'est très, c'est en train de se développer ça fait tache d'huile. Parce que même dans les communautés LGBT, on défend peu ces réalités-là. Il faut le faire. Parce que c'est les boucs émissaires, là, la transphobie, puis je ne sais pas, il n'existe pas. Il y a des débats, ce serait quoi le mot pour la phobie de la non-binarité, là? Mais en tout cas, beaucoup de gens disent que ça peut être considéré dans la transphobie. Mais il y a beaucoup de violence. Et puis, vous allez même sur les réseaux sociaux québécois, là, en tout cas ceux qui ont regardé l'Eurovision, mais à leur corps défendant, semble-t-il, parce que des gens disent on ne regardera jamais plus ça, parce que c'est effrayant. Ce qu'on a vu là, un gars en jupe rose. Ben c'est ça.
on voit que la société change, tout le monde change pas en même temps. Les jeunes générations, il y a quelque chose qui se passe, mais il y a beaucoup de gens qui sont choqués. Il y a beaucoup de gens qui veulent rejeter ces jeunes-là. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas leur faire de la place. Puis c'est tous les débats qu'on a ici au Québec. On verra comment ça évoluera. Moi, vous savez, ma famille me demande pourquoi tu écris encore. Tu as pris ta retraite, j'ai pris ma retraite il y a 2 ans. Tu pourrais être tranquille, pas te lever à 4h, 5h pour écrire encore un maudit livre. Mais parce que je dis, si je ne le fais pas, je ne sais pas qui va le faire. Et puis, je me dis, il faut servir la crédibilité, le petit peu de pouvoir que j'ai. Il faut que je m'en serve. Parce que ces jeunes-là, c'est mes enfants. Quand je dis ça à mon fils, il n'est pas content. Là. Mais je dis, oui, c'est mes enfants. Parce que ils ont besoin de gens pour les défendre. Et puis, on ne sera jamais trop. On a besoin d'alliés pour parler de ces choses-là, des violences. Et c'est assez terrible. Et on sait que je travaille actuellement un autre sujet sur lequel je travaille, c'est la violence dans le sport. Et figurez-vous que même dans la violence dans le sport, c'est qui arrive en tête de liste dans les personnes les plus violentées? Dans le sport, ben oui, les jeunes LGBT, encore une fois. Alors donc, ça se retrouve un peu partout. Oui, je suis en train de finir une revue de documentation là-dessus et c'est assez... c'est saisissant, disons ça comme ça. L'intersectionnalité, ben, c'est un peu ça. On fait partie de plusieurs identités, on le disait tantôt, parce que, tu sais, on peut être une personne de couleur, mais aussi L, G, B ou T, d'une religion, d'une provenance ethnique différente, puis être pauvre ou être en situation de handicap. Donc, les occasions d'être marginalisé sont nombreuses. Et c'est pour ça qu'il faut être solidaire avec les marginalités ou les gens minorisés. Quand j'ai fait mon stage en 1975, 76, j'ai fait mon stage en travail social avec une travailleuse sociale qui s'appelait Myriam Bourgun. Sa famille avait été décimée lors de la Shoah, du régime nazi. Sa famille venait d'Allemagne. Et elle-même me racontait que, et pourtant, ils habitaient un quartier chic de Montréal, là, et leur maison avait été incendiée 2 fois. Ouais, pendant la guerre, là, parce qu'il y avait des sympathisants nazis. Hein, et c'était une famille reconnue comme étant juive. Et elle m'avait fait lire un poème, je ne l'ai jamais oublié. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas un mot ou deux différent, mais ça disait ce qui suit. Puis ça, là, ça m'a marqué à jamais. C'est un pasteur protestant allemand qui a écrit ça à la fin de la guerre. Quand ils sont venus arrêter les homosexuels, j'ai rien fait, j'étais pas homosexuel. Quand ils sont venus arrêter les juifs, ben, j'ai rien fait, j'étais pas juif. Ils sont venus arrêter les tziganes, ben, j'ai rien fait, j'étais pas tzigane. Quand ils sont venus arrêter les communistes, ben, j'ai rien dit, évidemment, j'étais pas communiste. Quand ils sont venus pour me prendre, il n'y avait plus personne pour me défendre. On a un devoir de solidarité, parce qu'on sera tous des minorités un jour. Pensez que vous serez vieux comme moi un jour. Alors là, ça, on le sent, tu sais, quand je rentre dans un magasin, mon petit monsieur, il m'a dit, bon, pas sûr, si je vais pas sûr que je ne vais pas sortir. Mais on est tous, et on sera tous membres d'une minorité, que ce soit LGBT ou d'autres, là. Alors, il faut être, et l'intersectionnalité, comprendre ça, qu'on fait... La société, la majorité, ça n'existe pas. On est une espèce de gros puzzle de minorités, là, et puis qui forme finalement la majorité. Alors, si on n'est pas solidaire, on est perdu. Alors, j'ai trouvé un beau petit dessin sur le web, là, où la couleur de peau, le genre de région, handicap, orientation sexuelle. Puis, tu sais, il y a les handicaps visibles, puis il y a les handicaps pas visibles aussi, là. Origine nationale, ethnique, classe sociale, alors, tout ça, puis tout ça s'additionne. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont doublement, triplement, quadruplement, etc., minorisées aux victimes d'ostracisme, de discrimination éventuelle. Puis, tu sais, la discrimination, il y en a beaucoup déjà réelles, mais la discrimination anticipée, ça crée des problèmes aussi. Si vous avez peur que vos parents vous rejettent, vous mettent à la porte si vous leur dites qui vous êtes vraiment, bien, vous en souffrez, là. Même si ce n'est pas arrivé encore. Puis peut-être que ça ne va pas arriver, peut-être que vous vous trompez, tant mieux. Mais tu sais, ça fait vivre beaucoup de stress. Ce qu'on appelle le stress des minorités. Les gens qui vivent en état d'être des groupes marginalisés ou pouvant être marginalisés vivent beaucoup ce qu'on appelle le stress des minorités. Je suis une minorité. À tout moment, on peut m'injurier. Parce que même si on a des très bonnes lois au Québec, on est donné un exemple partout dans le monde.
qu'on a les lois pro-LGBT à peu près les plus progressistes au monde. Moi, que je me promenais, avant la COVID, je me promenais beaucoup à cause de mes livres qui sont traduits. Puis les gens disent, c'est extraordinaire, au Québec, on vous envie tellement. Puis tu sais, moi, je reviens ici, je me dis, oui, il me semble qu'on a encore du chemin à faire malgré tout, là. Mais oui, c'est sûr qu'on se regarde, on se désole, mais on se compare, on se console. Ou l'inverse. Quoi qu'il en soit. Vous l'avez compris. Alors, mais ça, tu sais, il y a toujours du chemin à faire parce que, comme je disais tantôt, il n'y a pas d'évolution naturelle. Il y a des débats de société, puis il y a des reculs aux États-Unis, on le voit. Tu sais, je me souviens, dans les années 70, j'avais lu dans les journaux, moi, qu'on pouvait faire des stages pour aider les personnes de la diversité sexuelle. J'ai dit, ça serait le fun, je vais être le premier. Puis c'est vrai, j'ai été le premier à le faire. Mais ça venait des États-Unis. Alors, puis j'ai fait mon stage en anglais, d'ailleurs, parce que ça n'existait pas à ce moment-là dans le Montréal francophone. Mais aujourd'hui, les États-Unis ont reculé beaucoup, beaucoup face à ça. La droite aux États-Unis, puis bon, je parlais de la Russie, puis bon, il y aurait d'autres pays d'Europe de l'Est aussi. Alors, les réels autochtones, ben, c'est retourner aux racines des peuples fondateurs. Puis ça, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup à apprendre de ça, là. Moi, j'apprends beaucoup encore. Quand je trouvais... Il y a très peu de documentation là-dessus, mais il faut la trouver. Puis on apprend beaucoup, beaucoup sur les personnes aux deux esprits. Tu sais, il y avait quand même, là, en Amérique du Nord, 500 cultures, au moins 150 langues parlées. Il y en a encore une bonne soixantaine au Canada. Puis bon, c'est intéressant parce que quand tu vois l'histoire, c'était un honneur pour dans la majorité des cultures, c'était un honneur d'avoir un enfant aux deux esprits parce que c'est un enfant qui était favorisé par la nature puisqu'il y avait à la fois le féminin et le masculin. Alors, d'ailleurs, dans les premiers traités, il y a un chef, je ne vais pas me tromper, je ne le nommerai pas, mais un chef très connu aux États-Unis, alors il se présente pour signer le traité, alors avec sa femme. Et les Américains sont bien surpris, parce que c'est dans 1700-1800, là. Et sa femme, c'est une personne assez corpulente, et puis les Américains disent, mon Dieu, physiquement, c'est un homme. C'était une personne aux deux esprits, qui était né homme, mais qui s'identifiait deux esprits. Mais les Américains, évidemment, n'avaient jamais entendu parler de ça. Et puis, ça faisait partie des cultures. Et puis donc, il y avait, oui, des couples d'hommes, des couples de femmes. L'important, c'est de ne pas avoir le même genre. C'est qu'un soit d'un genre, l'autre de l'autre. Donc, le genre était complémentaire, masculin, féminin, plus ou moins. Mais, tu sais, c'est l'équivalent de nos curés puis de nos médecins maintenant. C'est des gens qui avaient des pouvoirs surnaturels, puisqu'ils avaient été privilégiés par les dieux. Donc, c'était loin d'être une honte, c'était un honneur d'avoir dans ses proches une personne aux deux esprits. J'en ai une autre là-dessus. C'est important de connaître ça parce qu'on ne parle jamais positivement des histoires autochtones, puis deuxièmement, on ne parle jamais positivement de l'histoire de la diversité sexuelle. Et ces choses-là sont tellement méconnues. Tu sais, quand j'ai écrit mon article dans l'actualité, moi, je pensais que tout le monde savait ça. Mais non, ça veut dire que non. Il y a du monde qui pensait que j'étais viré fou, là. Mais il n'y a personne qui m'a contredit parce qu'effectivement, tous les livres d'histoire, là, le peu d'histoire qui en parlent, mais bon, c'est vrai. Alors donc, c'est bien aussi parce que depuis quelques décennies, plus dans le Canada anglais, moins au Québec, pour toutes sortes de raisons, là, je n'entrerai pas dans les détails, mais les traditions des Premières Nations vivent une reviviscence, hein, et on redécouvre ça. Puis, ça, on découvre ça, mais ça a été interdit, puis ça a été tué. Le premier meurtre collectif en Amérique, c'est contre des personnes LGBT. En fait, c'est Balboa découvre qu'à la cour d'un roi, là, où son navire s'est échoué, là, qu'à sa cour, il y a le frère du roi a une cour, lui aussi, et c'est des hommes, on dirait aujourd'hui, des êtres aux deux esprits. Il est scandalisé de ça, parce que, mon Dieu, c'est des hommes qui sont vêtus comme des femmes. Et lui, il trouve ça que c'est terrible. Et il pensait que c'est le temps de l'Inquisition en Europe, donc c'est épouvantable. Il faut tuer ça. Alors, il va affamer ses chiens pendant 2 semaines. Il va faire dévorer 40 ou 30 ou 40 personnes vont être dévorées vivantes. C'est le premier meurtre collectif sadique
de l'histoire de l'Amérique. C'est important de raconter ça. Pour ça, je vous raconte d'ailleurs. Parce qu'il y a des histoires terribles qu'on n'a pas appris. On ne parle pas de ça. Là. Puis les livres qui en parlent, le peu de livres qui en parlent, on est en train de les sortir des bibliothèques aux États-Unis. Là. Alors, c'est terrible. On fait pareil pour les livres qui parlent du racisme aussi, remarquez, là, parce qu'on ne veut pas parler de ces choses-là. Alors, mais c'est des histoires parfois bouleversantes, mais il y a des belles histoires aussi. Il y a des belles histoires d'amour, là. Alors, il faudra un film pour Cantas, là, mais LGBT. Elle viendra. On a hâte. Alors, puis la collaboration internationale, intergénérationnelle, c'est bien important aussi, puis ça, c'est le prof en moi qui parle, puis le chercheur, parce que je trouve qu'il n'y a pas de transmission. C'est chaque jeune là, qui raconte, puis il y en a qui, tu sais, j'ai fait beaucoup de recherches, puis chaque jeune a l'impression que son coming out, c'est le premier coming out au monde. Là. Il n'y en a jamais qui ont fait ça avant. Ben oui, il y en a, mais peut-être qu'avec les réseaux sociaux, ça aide un peu les jeunes, même si tu habites dans le fin fond du fin fond, tu peux avoir un réseau social. Mais encore là, l'ordinateur ne va pas te prendre dans ses bras. Alors, les jeunes LGBT ont besoin d'empathie, de compassion, d'affection d'autres jeunes de leur âge, et puis, mais encore faut-il qu'ils rencontrent. Pour ça qu'il faudrait qu'il y ait plus dans les écoles, puis dans les endroits de maisons de jeunes, tout ça, des regroupements pour les jeunes de la diversité sexuelle, de gens qui en ont besoin. Tout le monde n'en a pas besoin, mais il y en a qui en ont besoin. Il y a l'écrit ici, hein, comment ça s'appelle, l'accès. Hein? Ça, c'est comme ça, l'accès. Il y a quelques soirs par semaine où les jeunes peuvent aller. C'est bien. Moi, j'aime beaucoup le CRI. J'ai été membre du CA pendant quelques années. Alors, mais il y a peu loin de transmission, ça. Puis je le trouvais beaucoup à l'université parce que c'est comme si chaque génération a l'impression qu'il faut réinventer le monde. Ils ne connaissent pas l'histoire, ce qui est très décevant. Puis à cause aussi, bon, les 50, 75 ans, du côté des gars, il y a un trou démographique. Là. C'est sûr que beaucoup sont décédés à cause du VIH. Donc, il n'y a pas eu... Parce qu'il y a des sous-cultures. Tu sais, quand on dit, là, hier, mon Dieu, c'est dans la presse, hein, Hugo Girard raconte que... Puis ça, c'est vrai. Moi, je me souviens de ça. Il y a une trentaine d'années, Claude Jasmin, Dieu son âme, il est mort maintenant, avait dit, on est-tu tanné des pièces de Michel Tremblay? Ça parle toujours des gays. On est-tu tanné d'entendre parler de ça? Puis il avait dit ça, il était allé dans les journaux, puis il était bien tanné, puis on devrait parler des vraies affaires. Pas de ça. Alors là, Hugo Girard dit, bien là, on revient-tu à ça? Parce que, hier, la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais a mis en ligne 15 artistes qui témoignent que beaucoup ont tardé à se dire LGBT parce que je vais perdre des contrats. Beaucoup en ont perdu. J'en connais personnellement qui me l'ont raconté. Alors, tu sais, on disait, le milieu artistique sont donc bien, puis non, c'est pas mieux qu'ailleurs. Il y a beaucoup de préjugés. Alors, puis les gays, lesbiennes, trans, non-binaires encore plus, parce qu'on dit, ah ben oui, mais il faut... Et s'il y a un rôle de trans et non-binaire, ben on va trouver un bon acteur qui n'est pas trans et non-binaire qui va gagner un prix parce qu'il a tellement bien joué ça. Alors, toute personne devrait pouvoir jouer n'importe quel rôle, c'est sûr. Mais tu sais, c'est sûr que le blackface, on ne le fait plus, là. Quand il y a vous savez, dans les premiers films où il y avait des personnes noires, on peinturait noires des personnes blanches parce qu'on ne voulait pas engager de personnes noires. Est-ce qu'on est en train de faire ça pour... Tu sais, il faut se poser des questions, là. Moi, je suis content, j'ai regardé cette vidéo-là, j'ai regardé même 2 fois. J'étais bien content de voir ça parce que je veux dire, on se pose des questions importantes. Il faut que la diversité sexuelle et de genre soit présente partout dans notre imaginaire, dans notre culture. Et puis, je ne pense plus qu'il y ait d'autres. Claude Jasmin, il est mort, là, mais je ne pense plus qu'il y en aurait d'autres qui iraient dire on est-tu tanné de voir des... Parce qu'on ne se tanne pas de lire Michel Tremblay, de voir des pièces de Michel Marc-Bouchard qui ont beaucoup de succès. Puis aujourd'hui, dans les téléséries, on en voit des personnages de la diversité sexuelle et de genre. Puis on sort des stéréotypes aussi. Mais il y a un gros changement. Vous savez, la première émission s'appelait La première émission où on a vu 2 hommes se tenir la main
L'émission a été annulée le lendemain. C'était à Radio-Canada. Le paradis terrestre, à la fin des années 70, début des années 80. Il y a eu tellement de monde. Je répète, 2 hommes qui se prenaient la main. Il n'y avait pas de baiser, il n'y avait pas de... qui se tenaient la main dans un ascenseur. L'émission était... Les gens criaient au meurtre. Quel mauvais exemple pour les... C'est sûr que... Moi, les gens qui crient, là, que c'est effrayant, 2 hommes... Quand tu vois des films où tout le monde se tire dessus puis se torture, tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font avec leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils font quand il y a des films de guerre, de nazis? Ils font quoi? Pour moi, ils n'ont pas de téléphérique où ils se désabonnent d'électricité. On peut... Un artiste... Les drag queens, c'est des humoristes. S'ils ne vous font pas rire, allez voir d'autres shows. Allez-y pas. Allez-y pas, je ne n'aimez pas ça. Mais, allez pas faire des manifs, menacez-les pas de mort. Ça dérange qui? Si on voit que la diversité sexuelle et de genre touche des choses très profondes chez les gens, puis il y a des appels aussi beaucoup à la tolérance. Il faut trouver la mauvaise personne dans notre... Pourquoi la société va mal? C'est à cause qu'il y a des non-binaires, qu'il y a des trans et des LGBT. C'est très facile. Pendant que M. Poutine va changer, là, M. Poutine, pendant qu'il fait ça, on ne voit pas qu'il vole son pays, on ne voit pas qu'il est en train d'assassiner je ne sais pas combien de milliers de jeunes à cause d'une guerre qui n'a pas lieu d'être. Eh bien, c'est ça. Alors, quand tu as des boucs émissaires, tu détournes l'attention. Et c'est ce que ces dirigeants-là font. Bon, c'est pas un cours de politique, je ne suis pas en politique, Dieu merci. Bon, c'est un champ de recherche. Il faut faire des études là-dessus. Au lieu de chercher les causes de l'homosexualité, on pourrait-tu avoir des études sur les causes de l'homophobie et la transphobie? Vous savez qu'il n'y en a pas. Savez-vous qu'il n'y en a pas? Ou à peu près pas? Alors, il faudrait commencer en faire. Comment se fait que les gens développent une haine, un mépris si profond? Parce que ça fait des morts. Ça serait utile de faire ça, là. Alors, oui, je ne suis plus là. Je ne suis pas moi qui va le dire, mais c'est les jeunes, là, c'est comme vous autres. C'est vous autres qui allez faire ça. Puis les éditions, il y a très peu d'éditions, il y a très peu de choses. On trouve peu de choses en français. Comme ça que je suis devenu bilingue. Alors, gérer, partager ça. Il faut voir. Les gens me demandent souvent pourquoi j'écris des livres grand public. Moi, j'écris pour le grand public parce que je sais que mes collègues, pas sûr qu'ils vont me lire de toute façon, mais c'est important de sensibiliser l'ensemble de la population. Moi, écrire un article scientifique dans une revue, ça me prend 2 jours. Écrire un livre, le grand public, ça me prend 2 ans, puis je sais, je vais recommencer entre 30 et 40 fois, puis avec toute une équipe de pédagogues et tout le monde derrière moi, puis j'ai une très gentille personne qui me fait des dessins pour les 3 derniers. Alors, c'est important de rejoindre les gens, que les gens sentent que ce n'est pas des problèmes qui touchent tout le monde. Puis dans le prochain, raconte beaucoup d'histoires, comme je fais là. J'aime ça, raconter des histoires. Alors, développer des habiletés à vulgariser la connaissance. Les gens, parce que vous savez, les préjugés, ça vient beaucoup de l'ignorance. Les gens ont des préjugés parce qu'ils ne connaissent pas la réalité. Alors, vous voyez que, avant de critiquer, il faut prendre le temps de connaître. Et puis, ça manque beaucoup. C'est pour ça que, je dis toujours, mon éditrice, ça me dit, ça fait 40 ans que tu dis c'est le dernier, mais bon, c'est probablement le dernier, mais j'espère qu'il y aura de la relève aussi, parce qu'il faut continuer à parler de ces réalités-là. Il faut continuer à défendre la diversité. Qu'on en fasse partie ou pas, tu sais. Moi, je ne suis pas sûr que je fais partie de la diversité tant que ça. Mais je me sens quand j'ai défendu des dossiers, j'ai défendu la première cause trans, les gens disaient, oui, mais tu défends une personne, t'es pas... Ben non, je ne vais pas être trans pour défendre une personne trans. Je peux être solidaire des personnes trans. Voyons, je peux être solidaire des personnes non-binaires. Il faut développer une solidarité. C'est très, 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 très important. Bon, en tout cas, on est appelé à ça parce que, comme je vous le disais tantôt, le monde, il ne changera pas tout seul, surtout pour le mieux. Je vais finir avec ça, les questions qu'on se pose. Puis en recherche, quelle place pour la diversité sexuelle? Dans nos projets de société, dans les partis politiques, quand est-ce qu'on parle de ça? On en parle comment? Il faut questionner là-dessus.
Parce que les crimes haineux, ça guette aussi ici, c'est déjà arrivé, moins qu'ailleurs, il est vrai, mais ça arrive encore. Puis déjà que des parents jettent à la porte leurs enfants, LGBTQI ou autre chose, c'est déjà un crime haineux. Parce que quand tu mets un enfant dans la rue, il va se retrouver dans le désarroi, dans la position, il va être agressé sexuellement. C'est des choses épouvantables qui vont y arriver. C'est un crime, à mon avis. Puis ça, c'est le gars qui a déjà travaillé à DPJ, c'est de quoi il parle. Alors, redécouverte des traditions, des vieilles traditions qui vont nous montrer qu'il y a des peuples qui ont vécu avec un esprit extrêmement ouvert, avec toute cette diversité-là pendant des millénaires. Et puis, ils ont très bien vécu. Comment les études et les recherches peuvent contribuer positivement? C'est ça, moi, que je pense qu'il faut que l'université sorte de l'université à un moment donné. Il faut que... Parce que je pense que le but des recherches, c'est de faire avancer, c'est de la connaissance. Comme, tu sais, je travaille sur le sondage CROP, là, je suis bien content. On apprend des choses, mais ça va aider la société à évoluer. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire « Hey, il y en a donc bien des jeunes LGBTQI+++. Il y en a donc bien, je ne savais pas ça. Peut-être qu'il faut que je m'informe. Peut-être qu'il faut que je m'ouvre l'esprit. Peut-être que dans mon école, ouais, c'est vrai que ça se peut que des toilettes, ça se peut, hein? Alors, peut-être qu'il faut que j'adapte mon vocabulaire. Peut-être que, bon, j'ai critiqué bien le spectacle de Nemo, va se dire la personne, mais dans le fond, c'est... Des jeunes comme lui, j'en ai déjà dans ma classe, ils méritent d'être aussi bien accueillis que les autres. Alors, ça, c'est bien important. Parce que souvent, les gens prennent pour prétexte les préjugés des autres pour justifier les leurs. Moi, je n'ai pas de préjugés tant que ça, mon voisin en a plus. J'ai vu, parce que je me suis promené beaucoup, des directions d'école dire « Oui, mais ça choque des parents qu'on fête la journée là, de... » Oui, mais vous savez, là, il y a peut-être des parents qui sont fâchés. Il y a des parents racistes aussi, là. Alors, si les parents racistes viennent à dire « Vous allez instaurer le racisme à l'école parce que moi, ça brise mes valeurs que vous soyez contre le racisme. » Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez retourner chez vous, monsieur, madame. Présentez-vous en politique, vous voulez changer les chartes. Pour le moment, au Québec, tout le monde est égaux. Mais quand il y a un parent qui vient vous dire « Moi, parler de diversité, vous faites la même affaire. » Merci, j'ai beaucoup de respect pour vous, retournez chez vous, présentez-vous en politique, tous les partis en cherchent, faites changer la charte. Pour le moment, on a une charte au Québec où tout le monde est égaux et ça comprend les enfants. Parce que là, on ne va pas se remettre à faire les programmes scolaires puis d'éducation pour faire plaisir à l'un puis à l'autre. Parce qu'un est sexiste, l'autre est raciste, puis l'autre est homophobe puis transphobe. On a des lois. L'ensemble de nos institutions, les chartes, autant la charte indienne, sont quasi identiques, ce sont les lois des lois. Ça encadre toutes nos pratiques sociales. Vous voulez changer ça, monsieur, madame? Il faut respecter les gens qui ont des préjugés. Oui, il faut les respecter, en leur disant quoi faire. Mais en leur disant, présentez-moi, c'est la seule façon de changer ça. Il n'y en a aucune autre. Parce qu'on a des chartes, et tant qu'elle est là, c'est ça qu'on va faire à l'école. Parce que, ici, tous les enfants sont égaux. Peut-être que vous n'aimez pas telle couleur de peau, vous n'aimez pas telle religion, telle orientation sexuelle, tel genre. Je respecte ça infiniment. Mais je ne peux pas changer ça. Parce que c'est la loi au Québec. Et on va respecter ça. Bien sûr que les partis politiques peuvent changer les lois. Allez-y. Ils en cherchent. Mais pour le moment, on va travailler avec ce qu'on a. Je pense qu'on a travaillé fort, puis nos ancêtres, je vais finir là-dessus, je vais prendre vos questions. Il y a beaucoup de monde, puis il y en a qui sont morts là, pendant l'épidémie du VIH. Les gens ont travaillé très fort pour avoir ces droits-là. On est un des endroits les plus progressistes au monde. On fait l'envie du monde entier. Il faut continuer. Il ne faut pas dire c'est là, ça va rester, parce que si on dit ça, ça ne restera pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui contestent ça, qui disent « Oui, mais vous devez me faire plaisir à moi, puis moi, je respecter mon racisme, respecter mon homophobie, respecter ma transphobie, respecter ma misogynie. Mais regarde ça, vous avez le droit d'être ça chez vous, là. Mais les institutions publiques, non. Vous ne pouvez pas imposer vos valeurs qui sont à contre-courant.
des valeurs conceptuelles. Vous savez, les chartes, là, c'est des valeurs consensuelles. Alors, il y a des droits, il y a des chartes, il y a des lois. Il faut s'en servir, il faut les revendiquer, il faut les protéger. La charte vous protège, protégez les chartes. Bien, c'est beau de la fin. Je vais prendre vos questions et réponses, qui sait. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est David Tremblay, je suis archiviste à la Ville de Québec. Alors, l'idée, c'était de vous présenter un peu, très rapidement, un peu la démarche qu'on a faite dans le cadre du 100e anniversaire des archives, un peu, d'ouvrir un peu nos horizons en matière d'archives et d'acquisition d'archives. Alors, à la Ville de Québec, en fait, depuis 2015, la Ville de Québec est engagée en faveur du vivre ensemble depuis déjà 2015. Ça fait un certain nombre d'années. Le vivre ensemble, c'est quoi? C'est une cohabitation harmonieuse entre les individus et entre les groupes d'une communauté. Ça s'inscrit dans une stratégie de développement durable visant à faire de Québec une ville inclusive, verte et prospère. Et puis, c'est en 2020 déjà que la Ville a créé une équipe et engagé une responsable de la diversité, l'équité et l'inclusion, qui est Mme Irina Harris, qui occupe ce poste depuis à la Ville de Québec. Alors, tout ça nous a amené un peu à faire une réflexion. Puis dans le cadre du 100e, l'idée de notre directeur Jérôme Bégin, qui est ici présent ce soir, c'était faire une réflexion. Et comment pourrait-on inclure la diversité dans les archives? Parce que pour enrichir les archives, ce qu'on fait souvent en plus d'avoir les archives institutionnelles de la Ville, c'est d'aller faire de l'acquisition d'archives vers divers organismes, divers individus. Puis le constat qu'on faisait, c'est que les acquisitions qu'on avait faites jusqu'à maintenant étaient beaucoup blanches et masculines. Et l'idée, c'est qu'on vise un portrait qui soit le plus complet et représentatif de l'histoire de la Ville. Et puis on se rendait compte que finalement, la diversité, les minorités, n'étaient pas vraiment représentées. Les communautés culturelles, groupes minoritaires doivent avoir leur place. Puis on peut dire que dans les archives, il y a très, très peu ou sinon pas de choses, tant par rapport aux immigrants, à l'immigration, à la diversité sexuelle. Ces groupes-là, il y a très, très peu de choses. Donc, l'idée, c'était pour un peu corriger tout ça, améliorer tout ça, mettre en place un programme d'acquisition de fonds privés proactifs pour favoriser l'inclusion. Oups, excusez-moi, je peux aller du bon côté. Alors, le nom du programme a été intitulé « Pièces manquantes ». Alors, l'idée, c'était d'aller faire une démarche proactive en acquisition d'archives privées dans les communautés sous-représentées dans nos fonds, puis il y en a beaucoup à Québec. Alors, avec l'équipe de la diversité, l'équité et l'inclusion de Mme Harris, on a sollicité près d'une soixantaine d'organismes. On a envoyé un courriel à une soixantaine d'organismes en disant « Seriez-vous intéressés à céder vos archives à la Ville de Québec? » Et parallèlement à ça, on a amorcé une collaboration avec l'Université Laval et il y a quelques organismes qui nous ont répondu. Puis, dans le cadre d'un cours de maîtrise en archivistique à l'Université Laval, le cours qui s'appelle « Archives et histoire institutionnelle », chaque étudiant inscrit au cours est allé vers un des organismes qui avaient démontré un certain intérêt à remettre leurs archives à la Ville de Québec. Alors, l'un de ces organismes, c'est donc GRI Québec, dont M. Doré a parlé tout à l'heure. GRI Québec existe à Québec depuis 1997 et la première section de GRI avait été créée à Montréal en 1994, donc il y a 30 ans. GRI, le terme GRI veut dire Groupe de recherche et d'intervention sociale et il y a un rôle important dans l'éducation, le soutien, la sensibilisation des gens sur les questions entourant la diversité sexuelle et de genre. Et également, les archives faire l'acquisition des archives de GRI Québec pourrait permettre justement de bien illustrer l'évolution de la communauté LGBTQ+, à Québec depuis 1997. Et justement, je mentionnais que dans les archives, on n'avait strictement rien là-dessus. Donc, c'est une acquisition qui permet de bien enrichir, bien compléter la mémoire de la Ville de Québec. Alors, je vous présente ici quelques-uns des documents. En fait, ce sont... une particularité, signe des temps aussi, c'est que les archives que GRI Québec nous propose sont entièrement numériques. Il n'y a rien qui soit papier. Ce ne sont que des documents numériques. Il n'y a rien qui soit textuel. Il n'y a pas de photos imprimées. Tout est numérique. Alors, sur la diapositive ici, on a 3 documents que GRI Québec propose à la Ville de Québec. Tout d'abord, la première à gauche qui montre l'accès 2007. C'est une photo, l'idée c'était de créer un peu un lieu de rencontre pour les jeunes de la diversité sexuelle où ils ne se sentiraient pas jugés, où ils se sentiraient bien entourés avec des intervenants prêts à les encadrer.
C'est un des projets que Gris Québec avait fait, donc je pense qu'il avait démarré en 2004 et cette photo-là date de 2007. Une deuxième des photographies, c'est une campagne de sensibilisation à laquelle Gris Québec a participé, ce qui est une affiche en fait. Puis la troisième aussi, qui est également une affiche qui s'intitule « La démystification de l'homosexualité ». Ça commence maintenant. L'idée, c'était d'aller chercher des femmes lesbiennes qui seraient d'accord d'aller dans les classes faire de la sensibilisation sur la diversité sexuelle. Et ça se passe en 2005. Et ce que Gris Québec mentionne, c'est que finalement, les temps ont changé. Maintenant, ce dont Gris Québec ne parlait pas à l'époque, mais parle beaucoup plus aujourd'hui, la transidentité, la non-binarité dont M. Doré a beaucoup parlé lors de sa présentation. Gris Québec a élargi son vocabulaire autour également de la diversité sexuelle, la sexualité. Donc, ça montre aussi, ce sont des archives en 2005, où est-ce qu'on en était, où est-ce qu'on est maintenant. Alors, l'acquisition, justement, d'un fonds d'archives comme ça permet de répondre à certains besoins, certaines lacunes que nous avions en matière de diversité pour faire qu'on ait des archives un peu moins, comme j'ai mentionné tout à l'heure, moins blanches et masculines, et d'être ouvert à des organismes de la Ville de Québec, d'autres organismes pour avoir un corpus d'archives qui soit le plus complet possible. Puis l'idée, c'est, oui, on veut acquérir des archives de Gris Québec, mais également d'autres groupes minoritaires et de la diversité culturelle et autres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci.